Antiote est un des rares à adresser ce sujet. Eric, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Nous, on fait des produits et des services autour de la logistique, de la supply chain. Alors, c'est quelque chose que je fais depuis les années 85, avec la mise en place de solutions de suivi et tracking de taxis, taxi G7, taxi bleu, enfin d'autres choses. J'ai également créé une société qui s'appelle Coyote. Coyote, c'était un petit radar que j'ai créé. Et je peux te parler d'une autre société qui s'appelait Luxter, qui était le premier système grand public de suivi de biens, tracking et suivi de biens. Antiote, ça vient un peu à la suite. C'est dans le monde du B2B et on fait à la fois des objets, donc on est concepteur de l'électronique, du soft embarqué et toute la plateforme de suivi, web API, base de données, etc., qui permettent à nos clients d'exploiter les données et de les voir. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant les deux interventions précédentes. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur la blockchain. Je partage à peu près l'avis du premier interlocuteur sur l'utilité de la blockchain et le nombre de conneries qu'on entend à longueur de journée sur cette technologie utilisée. Simplement, on arrive à... Je suis aussi d'accord sur le fait que ces technos dont on parle énormément, c'est quand même que du vieux. Il y a quelques temps, il y a 3 ans, quand on a commencé à parler d'IoT, moi j'ai fait du consulting pendant 2 ans pour les grands comptes, et la mise en place des services de R&D sur les plans 2020 de la SNCF, Areva, le RDF et autres. Et on entendait beaucoup parler effectivement d'IoT, alors qu'en fait, si on regarde bien l'IoT, ça n'est que la suite du M2M, du machine to machine. Certainement, les proportions ne sont pas les mêmes, les technos ne sont pas les mêmes, mais le principe reste le même. De la même façon, on a parlé de réseau bas débit. Il ne faut pas oublier que la techno GSM, ça fait maintenant 30 ans qu'on utilise pour faire à peu près la même chose. Et si on regarde tous les points, les bases de données, moi j'ai commencé à travailler avec des bases de données en MyISAM, qui n'étaient pas relationnelles, puis je suis passé aux bases de données relationnelles, et aujourd'hui on parle de MongoDB, de bases de données objets, et on parle aussi effectivement de la blockchain, qui n'est finalement qu'une extension de la base de données, dans certains cas. Mais toutes les technologies sont vieilles. On change simplement les noms et on adapte. Donc il n'y a pas de révolution, franchement, sur l'IoT et sur la blockchain, à mon sens. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de startups qui se positionnent sur le marché de la blockchain, parce que d'abord, c'est un effet de mode, et ça vient il y a 2 origines pour lesquelles ces startups se mettent sur ce domaine-là. La première, qui est un biais du système franco-français, disons, c'est que les investisseurs ne sont pas des gens très intuitifs et ne font que suivre des modes. Donc quand vous cherchez à lever des fonds, parce qu'une start-up, généralement, ça cherche à lever des fonds, ça n'a pas de clients, donc il faut bien que l'argent rentre quelque part. Et donc sur les levées de fonds, vous disséminez des mots comme blockchain, IoT, disruptif, enfin où il y a une dizaine de mots-clés, si vous ne les dites pas pendant votre première réunion avec l'investisseur, il vous prend pour un naze. Voilà, deep learning, effectivement, etc. Quand on regarde bien ce qui est effectivement mis sur le terrain, mis en application, quand on sort des POC, des éternels POC, il n'y a effectivement pas grand-chose, je partage aussi le point de vue, qui est mis sur la réalité. Alors moi je vais raconter une toute petite expérience. J'ai démarré Antiote, donc juste avant Antiote, j'ai fait pendant 2 ans du consulting, donc j'étais de l'autre côté. C'est-à-dire que je conseillais des boîtes comme le RDF pour aller chercher des startups, leur filer 10 000, 20 000 euros, une sucette, un carambar, et leur piquer des idées ou mettre en application des POC. Donc les startups bossaient pendant 6 mois pour 10 000 euros, en ayant signé le RDF, Total, SNCF, j'en passe, et des meilleurs, et en pensant avoir gagné la partie. En fait, ils n'ont fait qu'un POC, et il n'y a jamais eu de réel déploiement sur le terrain. Et quand j'ai démarré Antiote, on est venu me trouver très tôt, par connaissance et par hasard aussi un peu, et on m'a demandé si je pouvais travailler sur GEFCO sur la mise en place d'un suivi de 250 000 palettes à travers le monde. Donc c'était un beau marché. Et on m'a dit, ouais, bien sûr, avant il y a un POC. Donc j'ai dit que moi je refusais de faire des POC, c'était pas mon...
J'étais plutôt un industriel, une start-up industrielle, plutôt qu'une start-up de POC. Et finalement, voilà, ils ont insisté. Moi, j'étais 300 balises. On a, pendant 8 mois, mis en place les balises et les suivis des palettes pour GEFCO dans le processus industriel, toute la logistique pour la chaîne automobile. Ça marchait plutôt très bien. Sauf qu'en amont, il n'y avait pas de KPI, il n'y avait pas de budget. Et quand on a commencé à parler de déploiement, enfin, très en amont, on avait parlé de déploiement, mais il n'avait pas vraiment percuté. Quand vous avez des piles à changer sur 250 000 équipements tous les 3 ans, le ROI n'est pas tout à fait évident. Il ne faut pas garder non plus de... Nous, on garde toujours dans l'esprit qu'il y a quelque part, il faut que ça rapporte au client, que ça rapporte au système. Sinon, ça ne sert à rien de mettre en place un système quel qu'il soit. Je pars juste sur les derniers chiffres, hein, parce que ça m'amuse toujours. Quand on parle d'IoT, on parle de chiffres énormes, 75 milliards de devices connectés. On va parler de la croissance des revenus de ROI, on va parler alors c'est un chiffre que j'aime beaucoup, plus de 30% d'augmentation des performances opérationnelles dans la supply chain avec l'IoT. Je ne sais pas comment ils arrivent à mesurer ça, mais c'est des gros cabinets qui ont ces chiffres-là. Et je me suis amusé la semaine dernière à regarder les chiffres que j'avais en 2000 sur le M2M. On retrouvait les mêmes chiffres en 2000-2005. Je crois que j'étais à 40 milliards d'objets connectés en M2M. Donc c'est les mêmes cabinets qui maintenant vont mettre la sauce 10 ou 15 ans plus tard sur le nombre d'objets connectés qui seront mis en application dans le monde. Alors la blockchain, je ne vais pas refaire de définition parce qu'il n'y a pas... voilà, je crois que tout a été dit. Juste rajouter un dernier point, enfin un seul point, c'est que quand on parle de blockchain, on a la notion de blockchain publique et privée. Alors effectivement, je partage le point de vue sur les fermes de mineurs, mais il faut bien que quelqu'un, quand on éparpille l'information, il faut bien que quelqu'un accepte gratuitement ou par rémunération d'héberger des données et de délivrer des certificats, de l'authentification, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qu'il faille pour gérer une sécurité. Nous, on est parti du principe qu'on ne va pas faire confiance à une communauté qu'on ne connaît pas. Donc on est sur une blockchain privée, au sens où tous les acteurs qui participent au projet, tous les acteurs de la chaîne logistique, vont avoir des serveurs qui vont partager dans une blockchain qui est donc semi-publique ou semi-privée selon le point de vue sur lequel on se pose. Et ça résout aussi le problème quand vous parlez sur les projets vraiment importants avec des grands comptes. Donc là, on est en train de parler avec Framatome, on est en train de parler avec Rolls-Royce, avec Volvo, sur la mise en place d'une blockchain chez eux pour du suivi de logistique automobile. Et il se pose déjà la question, c'est oui, mais attendez, moi j'ai besoin d'avoir les sources chez moi, sur mes serveurs personnels, je veux pas que l'information soit diffusée. Donc on arrive toujours au problème qui est de dire, les données que j'ai d'exploitation pour mes clients, il faut bien qu'elles soient quelque part, et généralement le client les veut chez eux. Nous, on part plutôt du principe que s'il y a 3 intervenants, ben, chacun va posséder un bout des données, un bout de la certification, et on répartit naturellement la charge et le stockage des données sur les différents intervenants. C'est pour ça que nous, on parle plutôt de blockchain privée, parce qu'effectivement, on maîtrise beaucoup mieux ce qui se passe, et au niveau sécurité, c'est un peu mieux. Alors, la définition de la blockchain, voilà, on ne va pas revenir dessus. Donc, nous, en TIOT, on travaille sur deux éléments essentiels, qui est l'IoT. Donc, on fabrique, on conçoit des objets qui sont autonomes, qui ont entre 1 et 5 ans d'autonomie, qui fonctionnent sur des réseaux bas débit, Sigfox, LoRa, mais aussi sur du GSM. Pourquoi GSM? Juste 2 mots. En France, on a une vision très franco-française sur le Sigfox, qui est une réussite commerciale, même si techniquement c'est pas la panacée. Et LoRa, qui est plutôt issu d'un consortium, mais qui gère des réseaux bas débit. Quand on a commencé à parler avec GEFCO à l'époque, il m'avait dit, oui, moi, je ne partirai que sur la technologie LoRa. Donc on a dit, ok, pas de problème. Donc, combien de pays vous voulez qu'on déploie le système? 40 pays. Et sur les 40 pays à déployer, il y avait du LoRa dans 2 pays. Donc c'était un peu compliqué, donc on a fait une carte qui mélangeait à la fois du LoRa et du GSM. Et puis après, on lui a demandé, mais comment vous allez faire pour les abonnements LoRa, puisqu'il n'y a pas de roaming sur les réseaux bas débit en Europe. Donc il a pris 2 abonnements, et puis clairement il s'est rendu compte que, voilà, au point
point de vue économique, ça ne tenait pas du tout la route, et on est parti sur du GSM pur. Donc on dit encore, sur l'IoT, on est sur des vieilles technos, ça amuse tout le monde, mais parce que tous les concurrents start-upiens sont que sur des réseaux bas débit, que sur du Sigfox ou de LoRa, mais dès que vous avez des objets qui se déplacent partout dans le monde, ça n'est plus d'actualité, ça ne peut pas fonctionner. On a également, nous, une partie serveur et services. Donc on développe et on intègre toute la partie reporting, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un système de gestion de parc ou de logistique. On le fait également en interne, mais surtout on associe les deux. Alors on associe la remontée des capteurs, de nos capteurs, et des capteurs du commerce également qu'on intègre, vers notre système et vers nos bases de données. Et c'est là où ça commence à être intéressant, c'est que nous on n'est pas partisans de tout mettre sur une blockchain, de tout mettre en relationnel, c'est du cas au cas, et à chaque fois il faut se poser la question de la pertinence de la technologie par rapport aux moyens et aux moyens financiers et techniques du client qu'on équipe. Typiquement, on va mélanger on va mélanger nos trois technologies. Quand on parle de stockage, base de données, sécurité des objets, on va être en relationnel, en MySQL ou Oracle, selon les cas, pour tout ce qui est exploitation temps réel, où j'ai besoin de rapidité, j'ai besoin de la donnée instantanée, j'ai besoin de réactivité. Le relationnel, il n'y a pas mieux. On est sur tout ce qui est gestion de la maintenance, gestion de l'historique, connaître l'historique des objets qui n'a pas un rôle financier ou qui n'a pas un rôle primordial. Finalement, quand on regarde l'IoT, le principe de l'IoT quand même, d'Internet des objets, c'est dire plutôt qu'avant je mettais un gros système dans une voiture ou dans un équipement que je voulais suivre, avec plein de capteurs. Donc c'était un système central dans un véhicule, par exemple, avec un capteur d'ouverture de porte, de température, de gestion du moteur, enfin, what else, plein de capteurs. Là, l'IoT, on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on va dire que chaque captation d'information est unitaire et transmet directement ces données vers le serveur. Donc vous allez avoir, non pas un capteur centralisé dans un véhicule, par exemple, mais vous allez avoir une dizaine qui communiquent avec le serveur. D'où la notion de sécurité qui va devenir moindre, parce que qu'est-ce que vous voulez faire qu'une information il fait 30 degrés dans une Renault 5 ? On s'en fiche un peu. Si on n'a pas le contexte et si on n'a pas l'intégralité des données, finalement ça ne sert pas à grand chose. Si en plus vous redistribuez l'information des différents capteurs sur différents serveurs et que vous mutualisez les informations qu'à un point central qui lui est sécurisé et qui lui fait la relation entre le client, les données et les capteurs, là, vous avez déjà une sécurité à peu près optimale. La blockchain, simplement, nous la rajoute pour diffuser l'information. Donc, avoir également un tampon qui est de dire, effectivement, le bien que je suis, il est tamponné, il est certifié. Je suis certain on va revenir après sur les use cases que l'on traite, mais voilà, j'ai une notion de... Je tamponne tout ce qui s'est passé sur la vie de l'objet que j'ai tracé. Alors que ce n'est pas forcément utile dans tous les cas. Si je prends... là je parle un peu... encore une fois, c'est la définition de la blockchain, la sécurisation, l'intégrité des données. On va passer rapidement dessus. Traçabilité, voilà. Donc la logistique, on va rester là-dessus. La logistique, c'est le point central, et c'est a priori le point le plus évident pour introduire la logistique, comme c'était dit précédemment. On va parler d'un use case, j'en ai deux en cours. Un qui est le transport de sang. Donc c'est un transporteur spécialisé qui va transporter des prélèvements sanguins d'un centre de prélèvement, un laboratoire qui va vous piquer le matin, vous prendre le sang. Il va le transporter jusqu'à un laboratoire de traitement, un ou plusieurs laboratoires de traitement. Ce qui est utile, aujourd'hui, ça marche par des étiquettes. Alors ils sont quand même mis des étiquettes code à barrer. Donc déjà, il y a un grand bouleversement. Mais on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que le prélèvement doit être transporté dans un certain temps, à une certaine température.
Donc dans le véhicule, il y a différentes caissons à différentes températures. Déjà, il faut s'assurer que l'échantillon que vous avez mis dans le caisson qui est dans la caisse, qui est à moins 4 degrés, bah, c'est bien celui qui correspond à moins 4 degrés, pas celui qui correspond à plus 20 ou plus 4. Donc il y a une notion de j'ai bien prélevé l'échantillon à telle heure, je l'ai bien mis dans des conditions optimales de transport, et pendant toute la chaîne de transport, je suis sa température, et je certifie qu'à l'arrivée, l'échantillon que j'ai entre les mains n'a pas subi d'altération ou a été mis dans de bonnes conditions, enfin a été mis transporté en bonnes conditions. Ensuite, le laboratoire va traiter cette information-là et finalement la restituer au laboratoire de prélèvement pour qu'il lui-même la restitue à son client. Donc là, on va commencer à aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que non seulement on va suivre le transport d'échantillons, mais on va suivre l'échantillon unitaire. Donc on va commencer à mettre un système RFID sur chaque éprouvette pour que tout soit fait de façon automatique, pour pas qu'il y ait d'intervention manuelle et d'erreurs potentielles possibles. Donc là, je vais aller beaucoup plus loin. Je veux savoir que le prélèvement de Madame Durand s'est fait à 9h30, qu'il a été transporté dans telle boîte, à telle température, qu'il a été traité par telle machine au centre de traitement, d'analyse de l'échantillon sanguin, ce qui fait que j'ai également, tout ça bien sûr, là je l'ai stocké dans une blockchain, parce que là il faut que la transaction elle-même soit datée, tamponnée et sécurisée, et surtout qu'elle reste confidentielle, parce que voilà, c'est des données médicales, donc là je n'ai pas le droit que les données soient interceptées ou lues par quelqu'un qui n'aurait pas le droit de les lire. Par contre, donc on est sur un système où j'ai de l'IoT, j'ai des capteurs un peu partout, j'ai des étiquettes à RFID, dans la voiture j'ai un système qui va mettre en GS, qui va lire automatiquement les échantillons, la température dans les caissons, et remonter l'information en temps réel vers les serveurs qui les stockent. Deux visions, une vision d'exploitation, qui est de dire, j'ai mon exploitant qui veut savoir où est son chauffeur parce qu'il a un détournement de tournée à faire. Là, on est sur du temps réel. Donc là, toutes nos données sont stockées en MySQL, enfin dans une base de données classique, dirais-je, et dupliquée, l'information est dupliquée au point de relève, au point essentiel, dans la blockchain. Je ne vais pas stocker et je ne vais pas répondre à une interrogation sur une base de données avec la blockchain. Ça prend beaucoup trop de temps et c'est pas fait du tout pour faire du temps réel. Donc on a forcément un système qui est dupliqué et on a l'information à deux endroits différents, une dans les bases de données relationnelles pour répondre à l'exploitation et une dans la blockchain pour certifier la transaction in fine vis-à-vis du client et donner la visibilité avec une notion d'autorité et de confidentialité aux différents intervenants de la chaîne. Donc voilà, ça c'est le premier use case qui est amusant parce qu'on mélange deux choses, deux technologies, la base de données relationnelle et la base de données, et la blockchain pour certifier les données et qu'elles soient rendues visibles à tout le monde. Donc ça c'est pas un POC, c'est la réalité du terrain et c'est une interprétation premier trimestre de cette année, enfin de l'année prochaine, 2019. On n'est pas dans le cadre d'un POC. Sur la logistique, on est en train de travailler sur un projet qu'on mène avec Novalog et le CRIT, qu'on appelle Invicta, qui est celui de châssis dans le port du Havre. Donc le projet va démarrer bientôt, n'est-ce pas Xavier ? Va démarrer bientôt, on a trouvé à peu près tous les intervenants du projet, on commence à avoir une bonne vision de comment faire et quel est l'échéancier. Là, on va être sur un même système, on va être sur un système de suivi de châssis où j'ai des problèmes à la fois de maintenance, donc c'est qu'est-ce qui s'est passé sur un châssis, est-ce qu'il y a eu un choc, est-ce qu'il a bien servi à transporter d'un point A à un point B un certain nombre de colis. Donc là, on est sur la notion d'exploitation temps réel, on va être sur la notion de maintenance, et on va être sur la notion à qui je diffuse l'information, comment je la diffuse et quelles sont les sécurités que je mets en place. Donc sur ces trois problématiques, on a trois solutions techniques qu'on a mis en place en parallèle. Toujours la même façon, tout ce qui est exploitation temps réel. Donc quelque part, j'ai mon transporteur qui a des problèmes d'exploitation, de gestion de flotte. Classique ou gestion de flotte classique. J'ai un chauffeur, j'ai une bagnole, j'ai des choses à livrer.
est-ce que tout se passe bien, est-ce que j'ai bien des alertes si je suis en retard, j'ai bien des alertes quand j'arrive à l'entrepôt, enfin, tout ce qui est classique. C'est traité par toute chaîne de traitement, mais c'est traité dans les bases de données MySQL. Ensuite, on va voir le pendant, qui est de dire, mon transporteur, soit ses engins lui appartiennent, soit il les loue. S'il les loue quelque part, il n'est pas inintéressant de penser que le loueur va aussi avoir besoin de données pour la maintenance. On s'aperçoit quand même que les loueurs, de plus en plus, font de la location non plus à la durée, mais à l'usage. C'est-à-dire que vous ne payez pas le même prix si vous louez une voiture, enfin, si vous louez une grue, par exemple, pendant une semaine, et que pendant cette semaine, vous l'utilisez 2 heures, alors que si vous louez une grue pendant une semaine, et que vous l'utilisez pendant 7 jours sur 7, 24 heures sur 27, le prix n'est pas le même. Donc on va commencer à mesurer les usages. Parce que ça influe sur la maintenance, et ça influe finalement sur le ROI de la location elle-même. Donc là, on sera sur une techno, pas de base de données, mais big data. Donc là, on va être sur du big data. Et le troisième point, où là, la blockchain a tout son sens, c'est encore une fois, je diffuse l'information de mon colis transporté, de mes châssis, dans une blockchain, parce que j'ai besoin que ce soit certifié, et j'ai besoin qu'effectivement, on puisse relever, quand j'ai un choc inhabituel sur un châssis, que ça s'est passé à tel endroit, manipulé par telle personne, pour des questions de responsabilité, ou si j'ai un retard, ça s'est passé à tel endroit, et avec telle responsabilité. Donc on a la notion de distribution de la technologie selon les cas d'usage, et là on y tient beaucoup à Antiote, c'est qu'on n'a pas une réponse universelle à donner à une technologie plutôt qu'à une autre. On va se servir vraiment de la technologie au cas le cas, en accord avec le client, pour savoir comment mettre en place son ERP ou ses données. Parce que voilà, c'est vraiment la notion de je certifie les données qui sont hyper importantes pour nous. Sur la logistique, on a quand même malgré tout un Boeing qui a mis en place un système pour ses suivis de pièces qui est mis en place avec une blockchain, avec un traitement complet. Et en discutant avec le CTO, bien qu'on n'ait pas communiqué avant, on est à peu près sur la même longueur d'onde sur l'utilisation des technologies. C'est-à-dire qu'il est également sur de l'IoT, et il est également sur l'utilisation de technologies mixtes, à la fois des bases de données relationnelles quand il s'agit d'interroger en temps réel l'exploitation, et de blockchain quand il s'agit de sécuriser les transactions et de certifier qu'effectivement toute la chaîne a été respectée. Voilà. Donc ça c'est la première, c'est le seul déploiement massif que je connais sur la blockchain qui fonctionne aujourd'hui. Quand je dis massif, c'est au-delà des 500 ou 1000 unités qu'on voit à peu près tous les jours. Enfin voilà, je disais, nous on reste pragmatique. Pragmatique, c'était le nom de la première boîte que j'ai créée en 85, mais j'y suis attaché. C'est-à-dire qu'on a toujours la notion de qu'est-ce que ça rapporte au client et qu'est-ce que finalement introduit la technologie dans tout le processus. Et ça ne sert à rien de faire des révolutions technologiques s'il n'y a pas d'intérêt pour le client. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on a à dire. On a dernier use case, le troisième, j'en parle, mais on n'a pas encore mis en place, on est vraiment dans la réflexion, ce qu'on appelle la sécurité 4.0 sur les chantiers, où là c'est pareil, on va tracer les individus qui arrivent sur les chantiers. Donc on va être sur toute la notion de sécurisation des personnes sur un chantier. On va être sur, bêtement, j'ai un badge qui me permet d'accéder à un chantier. Déjà, est-ce que c'est autorisé ou pas, est-ce que je suis dans les bons horaires ou pas. Antiote, on apporte un tout petit peu plus, on vérifie les équipements du personnel. Donc on va vérifier que, effectivement, quand il rentre sur le chantier, il est autorisé, mais qu'en plus, il a son casque, ses gants, ses bottes, tous les équipements qui permettent de travailler en toute sécurité. S'il n'a pas ça, il ne rentre pas. Donc on a derrière la gestion des déplacements du personnel. C'est notre société qui gère ça. C'est le croisement entre l'humain et la machine, et éviter que la machine écrase l'humain par détection automatique de la présence d'un humain sur le chemin des machines. Et après, on va tracer tout ce qui est matériel à l'intérieur d'un chantier. Pourquoi la blockchain dans ce cas-là ?
La blockchain va uniquement nous servir, on extrait une partie, c'est tout le suivi du personnel. Parce que c'est des chantiers qui ne sont pas forcément publics. Enfin, il y a une partie des chantiers qui sont des chantiers militaires. On a besoin de connaître effectivement l'identité de la personne qui a travaillé sur tel chantier, dans telle pièce, à quel moment il a pu avoir accès à un plan. Donc tout ce qui est traçabilité du personnel sur les chantiers un peu, un peu touchy, est fait à travers la blockchain. Qui sont les données sont accessibles à 3 populations, le donneur d'ordre, qui est l'armée, et après le chef de chantier et l'organisme qui va gérer le personnel, qui n'est pas forcément le même. Et donc là, voilà. Donc là, c'est le dernier use case qu'on est en train de traiter. Voilà, c'est tout. Donc on est convaincu que... Hop là. On est convaincu que le mix technologique était important dans cette phase de traitement des données. Voilà.